T'as mis en costume, quand même. Ah oui. Regarde! Ah ben, en costume. Moi, je me rappelle, dis donc. Pour ma communion, ma mère m'avait fait tailler un costume sur mesure. À l'époque. Oui? Oui, oui. On était encore souvent du côté de la peste. Et puis... Puis au Bouchou, il y avait un tailleur. Alors ma mère, un jour, on a pris le corps, et puis elle m'a emmené chez le tailleur des Bouchous. Et il m'a fait un costume, mais sur mesure. Pile poil. Pile poil. Bien. Ma mère le paye en sortant du tailleur, effectivement. Le tissu n'a pas l'air d'une grande qualité. Et on allait reprendre le corps vers l'église des Bouchous. Vous savez, il y avait la place puis la mairie. Il y avait des trois tilleuls. Et du tailleur à la place, il y avait quand même un bout. Ça vient, un orage, dis donc. Pas de parapluie. Et au Bouchou, les balcons sont à l'intérieur. Il ne peut pas d'abriter quand tu prends. On s'est fait rincer. On n'est pas arrivé à la place, vous comprenez ça. Le costume, les manches là, le pantalon là. Ma mère, dans une colère, me dit c'est pas possible. Il m'a filé son plus vilain tissu. On y retourne. Tu vas voir ce que je vais lui mettre. Tu vas voir ce que je vais lui mettre. Elle me prend par la main. J'arrive à peine à suivre. Hein. On arrive devant chez le tailleur. Il nous voit arriver. Ma mère n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Il nous regarde les deux. Il fait oh, comme il a grandi. Alors effectivement, après, j'ai grandi. Ça pas beaucoup, hein. Ça fait rien. Ça n'empêche pas la malice, hein. Et puis, j'ai été appelé au service militaire. Oui, le service militaire qu'on faisait avant. Qui ne font plus maintenant. Avant, tu te faisais réprimander à l'école, chez toi, chez les voisins quand le ballon allait dans le jardin, au poules le soir, et au service militaire. Quand tu arrivais dans la vie active, tu disais pas n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, trouve un gamin à qui on a dit non une fois. Et quand tu as 20 ans, tu lui dis non, eh c'est toi qui as tort. Ça, c'est l'éducation. Enfin, bref. J'allais partir au service militaire, et à l'époque, j'avais, comme presque tous, une petite fiancée. Oui. Et la veille, on était tous les deux. Et puis, elle me dit, tu vas partir, je te vois pas avant quand? Ouais, je lui dis, il y a un mois de classe. Ensuite, j'ai fait le peloton parce que je voulais garder un peu. Eh bien, tu ne vois pas avant deux mois et demi. Oh. J'ai même pas une photo, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les photos. Maintenant, tu téléphones, tu as la photo, mais tu n'as pas la communication. Alors, on n'avait pas des photos qu'on a maintenant. J'ai même pas une photo. Elle me dit, cherche, laisse-moi au moins une photo. Je monte dans ma chambre. Je fouille partout, j'en trouve une que mes copains m'avaient pris en photo que j'étais en train de me changer pour aller me baigner au cours au moine. Juste au moment où j'avais plus rien. Je ne peux pas lui donner ça. Alors je prends le ciseau et je coupe à ce niveau-là. Je descends, je lui donne la photo. On était tout contents de la photo sur son cœur. J'ai fait un gros bisou et je suis rentré chez moi. Et en arrivant, il y avait la mémé qui était contre la cheminée. Oh, je me fais, puis c'est demain que tu pars militaire? J'ai dit oui, mamie. Oh, tu vas rester longtemps? Ben, j'ai dit oui,
À l'époque, elle avait des verres épais comme ça. Et quand elle lisait, elle prenait encore une loupe. Bon ben, je lui dis, si c'est pas bien éclairé, c'est pas grand chose. Je redescends avec ma photo, je la donne à la mamie. Oh, que peur! C'est tout son grand-père! Jamais rasé, la cravate de travers! C'est pas le fait de ne pas être rasé, c'est la cravate de travers. Mais à l'armée, on se faisait des copains, quoi. On se faisait des copains. Et puis, j'avais un copain qui habitait à Paris. Et un jour que j'étais au salon agricole, eh ben, je dis, tiens, je vais aller le voir. Bon, c'est qu'à Paris, c'est pas comme chez nous, il n'y a que des maisons, des maisons, des maisons, des maisons. De temps en temps, il y a un passage, ça s'appelle une rue. Des maisons, tu retouches tout, ça retouche tout. Oh, j'étais chez lui, et il habitait au 3e étage. Et puis j'ai dit, dis donc, il s'appelait Bernard. J'ai dit, dis donc Bernard, dis donc, tu me diras là, parce que moi, j'ai pas de monde. J'ai jamais de monde. Là, j'en ai une. C'est exceptionnel, c'est parce que le samedi on sort, alors je prends un monde, quoi. J'aime bien celle-là. Mais j'avais pour danser aussi. C'est souvent, des fois, il y a des dames qui me disent « Ouh, vous avez une belle montre !» Ben, j'ai dit oui, et elle est belle, et puis elle me dit des choses un peu particulières. Je me dis « Ah bon, qu'est-ce qu'elle dit ?» Alors je prends ma montre, et je regarde ma montre, et elle me dit que vous n'avez pas de culotte. Je dis certainement pas, je dis « Ah, elle a vendu 1 heure. » J'ai pas de montre. J'ai mon copain, dis donc, tu me dirais qu'elle sera 2 heures, parce qu'il faut que je prenne la correspondance pour reprendre le métro. Il n'y en a pas, je peux chercher. Il y a des 3 tours, et l'on pris ouais, puis il t'en fait pas, hein. Ouais, moi je dis donc, t'as pas l'heure, parce que chez lui, il n'y a pas de réveil, pas de pendule, pas d'horloge, rien. Il ouvre la fenêtre, il regarde le soleil, il dit c'est 14h02. Je dis comment tu fais? Il me dit je regarde le soleil. Puis il dit tu te rends jamais? Je dis jamais. Rien. Je dis, la journée, bon, quand t'as du soleil, ça va, mais la nuit, ouais, la nuit, il dit j'ai mon clairon. Tu regardes ton clairon? Ah, il dit non, je ne regarde pas. Je dis comment tu fais? Ben c'est simple, j'ouvre la fenêtre, je joue du clairon. C'est bien rare s'il n'y en a pas un qui pousse des volets en face et dit « Quel est l'abruti qui joue du clairon à 3 h du matin ?» En prenant le métro, comme j'étais dans le métro, il y a une Parisienne qui est à côté de moi. C'est bien parce qu'il y a tellement de monde que tu es obligé d'être à côté de quelqu'un. Non mais chez nous, quand tu prends le car pour descendre à la foire à Saint-Claude, il y en a un qui est devant l'autre qui est derrière. Quand on est 3 dans le car de 50 places, c'est le bout du monde. Tandis que là, tu es obligé d'avoir quelqu'un à côté de toi. Je ne sais pas tous les jours bien, là c'était bien, il y a une super petite Paris. Et on engage la conversation. Vous êtes pas d'ici? Ben, j'ai dit non, j'ai dit pourquoi ça se voit? Il dit non, ça s'entend. Et puis, de fil en aiguille, si je puis dire, elle me dit, ben, passez boire un verre à la maison. Ben, vous habitez toute seule? Elle me dit, ben, écoutez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mon mari est représentant, il n'est pas là la semaine. Bon, ben, j'ai dit ce que vous voulez, je ne suis pas pressé, hein, les sapins peuvent attendre un peu. Alors, on était tous les deux qu'on faisait les choses bien, hein. Les Parisiennes, elles font vachement bien, tiens. Oui, oui, oui. Eh bien, dis donc, la voilà qui se dresse dans le lit. Elle dit, c'est mon mari! Moi, je croyais qu'elle faisait une citation comme on a entendu.
Il rit pas, de fait. Je viens d'entendre la porte du garage claquer. Mon mari vient d'entrer, il ne devait pas rentrer. Il ne devait pas rentrer en 2 jours, il est déjà là. Puis c'est là-bas. C'est tout à étage. Tu peux pas te barrer par la porte du jardin. Non, mais... Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, lève-toi, mets-toi dans le coin de la chambre. Mais là, j'étais tout nu. J'y donne à mes amis, non, surtout pas. Elle me dit, elle prend de l'huile, elle me frotte avec de l'huile, elle prend du tac, elle me saupoudre de tac, elle me recouvre d'un voile. Elle me dit, prends la pause. Dans 10 minutes, j'étais comme ça. Il y a le mari qui est là. En pyjama déjà. Il fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statue. Je suis allé chez les Martins l'autre jour, et ils en avaient une comme ça dans leur chambre. J'ai acheté la même. La femme s'endort. 1 heure ou 2 plus tard, le mari se lève. Je dis, pourvu qu'il vienne pas jusque-là, parce que... J'essaie bien de rien bouger, mais... On ne garantit rien. Je l'entends qu'il va à la cuisine, il revient avec une bière, il passe près de moi, il lève le voile, il me dit, tiens, bois un coup. La semaine dernière, je suis resté 2 jours coincé chez les Martins sans boire un verre. Et maintenant, il faut un robot pour tout. Hein? Il y a le robot pour faire la purée, il y a le robot pour faire rester les gâteaux, il y a le robot pour balayer maintenant, le robot aspirateur, il y a le robot lustreur, il y a le robot pour tout, il y a le robot pour la traite, ça bien sûr, on a déjà parlé, on va y mettre, et il y a le robot pour tout. Et il y a mon voisin l'autre jour qui me dit, non, tu ne me donnerais pas un coup de main, j'ai un truc à décharger que c'est lourd. Je dis, si tu veux, donc je lui ai donné un coup de main. On sort de la camionnette dans l'espèce de gros carton, mais c'était lourd. Bien, on va l'amener dans la salle de séjour. Pour dans la salle de séjour. Il est à ton couteau, oui, ben, on ouvre le carton. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, c'est un robot détecteur de mensonges. Bon, comment ça va? On va qu'il viendra voir un jour, mais ouais. Il y a sa femme qui rentre à ce moment-là. Et puis il y a le gamin qui rentre, d'école. 2 heures de temps. Le père, il dit, dis donc, 2 heures de retard qu'il fait. T'étais où? Ben pas qu'il fait. On préparait des devoirs à la bibliothèque. À ce moment-là, il y a le robot qui va avec le gamin. Paf! Le père, il dit, t'es sûr? Non, pas. On était au cinéma, on a regardé les 10 commandements. Le robot, paf! Le père, il dit, tu vois ça? C'est un robot détecteur de mensonges. Chaque fois que tu vas me mentir, tu seras une carotte. Non, papa, on a regardé un film porno. Bien, mais j'ai honte. J'ai honte de toi, Griffin-Père. Moi, j'ai jamais menti à mes parents. Jamais. Le robot va mettre le père. Paf! La mère était dans un coin. Je te vois. Ah, mais c'est bien ton fils. Le robot va mettre la mère. Paf! Puis alors, on va bientôt pouvoir se marier avec n'importe qui. Comme c'est parti, il n'y en a pas pour longtemps. Ah oui, mais ça, c'est le mariage pour tous. On va plus savoir comment y appeler après. Parce qu'un homme qui est avec plusieurs femmes, c'est un bigame. Hein? Puis le taureau qui va être un jour avec une vache, un jour avec une autre. Ça va être quoi? Un bigavache?
Puis le tracteur qui a un coup avec la charrue, un coup avec la faucheuse, un coup avec la herse. La bigamote. Puis dans la forêt, les animaux en deux qui vont se marier. Faites quoi? Des bigaphones? Mais c'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'un jour, il y a un lapin et une pigeonne qui voulaient se marier. Personne ne voulait les marier. Personne. Ils ont fait plusieurs villes et villages en France. Et un jour, ils sont tombés sur un maire qui a bien voulu les marier. Il a marié le lapin et la pigeonne. Et ils se sont dit, où est-ce qu'on est tombé pour qu'on nous marie alors que la France entière avait refusé? Eh bien, figurez-vous qu'ils étaient à la Garenne-Colombe. Je renouvelle un peu le cheptel. Hein. Oui, oui. J'avais une race de vache que j'avais pas à l'écurie. Alors je suis allé jusque dans le Charolais, je suis à la Charole, acheter une vache. C'était déjà bleu. Elle avait déjà son prénom, elle s'appelait Délice. Pas d'avion, hein? Délice. Quand j'ai payé cher. De toute façon, nous, les paysans de la Compagnie, c'est cher. On va, c'est pas cher. Ben, j'ai payé cher, tout le long du voyage, était dans la bétaillère, je dis, au prix que j'ai payé, il faut que je la mette à saillir tout de suite. Non, mais il faut que ça rapporte, hein, pour la laisser traîner comme ça. Hein. C'était le moment, j'ai dit, moi, je suis arrivé, je la présente au taureau, tout de suite. Moi, le taureau était bien d'accord. Il a rangé aussi. Le taureau fait ce qu'il a fait, et au moment où il est conclure, il y a la vache qui se met à tout tatiller, à quoi à droite, à quoi à gauche, à quoi à droite. Je présente la vache au taureau, le taureau fait ce qu'il a fait, au moment où il était, et la vache, un coup à droite, un coup à gauche. Je recommence une troisième fois, et la vache, un coup à droite, un coup à gauche, en pêchant le taureau. Il y a mon voisin qui était sur le piquet de la barrière. Il me dit, dis donc, tu l'aurais pas acheté à Charolles, ta vache? Ben, j'ai dit, oui. Comment t'as dîné? Ah, il me dit, ma femme est par là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 6 mai, on a changé le gouvernement. On a changé de président. On va pas faire un fromage. En tous les cas, on est toujours dans la crise. Hein? De toute façon, on ne savait pas se remettre comme ça. Il va falloir s'entraîner encore un an ou deux. C'est la crise. Mais, il y a un petit village pas bien loin qui vivait un peu du tourisme, bon, parce qu'il y a un peu de neige l'hiver et qu'ils font un peu de raquettes. Non, la raquette comme ça, bah. Et il y a quelque temps, les touristes ne s'arrêtaient plus dans le village. Plus personne ne travaillait. Donc, les affaires allaient très très mal. Et un jour, il y a un commercial avec une belle voiture qui s'arrête devant l'hôtel. M'a demandé une chambre pour la nuit avec le repas du soir pour l'hôtel. L'hôtelier lui dit 100 €. Il prend 100 €, il les pose sur le comptoir et va en direction de la chambre. Aussitôt, l'hôtelier prend les 100 €, court chez le boucher, à qui il devait une petite note qu'il n'avait pas payée depuis longtemps, donne les 100 € au boucher. Le boucher prend les 100 €, court chez le paysan, qui lui fournissait en viande, à une centaine d'euros. Le paysan court chez le tailleur, et le tailleur, il avait fait un costume qu'il n'avait pas payé, il restait 100 € à payer. Le tailleur court chez la prostituée,
avec qui il passait de bons moments de temps en temps, et qui lui devait une centaine d'euros, la prostituée court à l'hôtel ou paye à l'hôtelier la chambre qu'elle prenait de temps en temps. Pose les 100 euros sur le comptoir. À ce moment-là, il y a le commercial qui descend avec ça va vite. J'ai été rappelé à mon siège social, je dois rentrer immédiatement, je ne coucherai pas là, il prend les 100 euros, il s'en va. Rien n'a été volé. Rien n'est abîmé. Plus personne n'a de tête dans le village. C'est pas comme ça qu'on devrait contrer la crise mondiale. Eh bien, c'est dans un petit village qu'on pourrait nommer les Bouchoux et l'Artus. Et puis le 21 décembre. Tu gardes la cache? La fin du monde. Le 21 décembre, vous n'avez pas fêté? Oh ben moi j'ai dit ces derniers jours. Hein. Oh ben on a fêté la fin du monde. Le lendemain c'était pareil. C'était pareil. Remarquez la fin du monde. On peut dire qu'on la vit un peu tous les jours. Hein. Quand on voit les décisions de nos décideurs, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, du centre, du milieu, ils viennent tous amener l'école. Oui, bien sûr, ils viennent tous amener l'école. Bon, nous n'avons pas l'application exactement des choses, mais enfin, marqué. On s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est toujours le petit qui se lève le matin qui va vous occuper. Ben, imaginez que, comme maintenant, les socialistes arrivent au pouvoir et qu'ils sont obligés de prendre des décisions. Et là, moi, je suis paysan. J'ai 2 vaches. Le socialiste, il te prend une vache et il va la donner à ton voisin. Imaginez que le communiste arrive au pouvoir. Le communiste, lui, prend les 2 vaches. Il les traite et te vend le lait. Imaginez que le capitaliste arrive au pouvoir. Tu as toujours 2 vaches. Tu as le droit d'en vendre une pour acheter un taureau pour la reproduction. Et si les technocrates arrivent au pouvoir, alors là, tu as toujours 2 vaches. Eux, ils te prennent les 2 vaches. Ils en tuent une, ils traînent l'autre et ils balancent le lait. À tous ces gens-là, on pourrait leur dire un peu moins d'études, un peu plus de bon sens.